tous, l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct avec vous. On vous attend bien sûr sur RMC, on vous attend sur BFM Sport, on est également sur rmcsport.fr. Comme tous les soirs, vous le savez, nous sommes sur tous les supports. L'after jusqu'à minuit, toute l'actu foot du jour. L'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Nous sommes là un peu tôt parce que si l'équipe de France féminine de basket avait gagné 7 €, l'after aurait démarré un peu plus tard. Donc finalement, c'est une mauvaise nouvelle qu'on soit là si tôt pour l'équipe de France de basket féminine. J'espère qu'on ne dérange personne, surtout. Voilà. Elles ont perdu malheureusement face à l'Espagne il y a quelques minutes. C'était à suivre sur RMC. François Malardo est là, vous venez de l'entendre. Salut, bonsoir à tous. Salut Jonathan, salut Gilbert. Il est venu avec des notes le mec ce soir. Il est arrivé avec un dossier. T'as levé un gros dossier hier soir. T'as levé un gros dossier. Et on est dimanche, donc il faut pousser quelques portes. Très bien, bon, on va en parler tout à l'heure. Jonathan Macardier est là également. Salut Jonathan. Salut Gilbert. Qui lui est venu sans notes mais avec ses 2 téléphones. Parce qu'il est tout dans le téléphone lui en fait. Non, normalement j'ai des notes, mais. C'est vrai, d'habitude t'as des notes. Là, vu que la vie tranchée est tellement cool de source que pas besoin. Très bien. Justement, le programme de l'After, les gars, on va parler de l'éventualité Banega au PSG. C'est bien sûr le sujet de Jonathan, parce que dès qu'on parle d'un joueur sud-américain, Jonathan saute dessus. Mais non. Non, mais là, Banega, c'est pas n'importe qui. Bon. Je pense que c'est un des premiers joueurs qui jouait en Argentine dont je t'ai parlé. En disant, c'est le joueur qu'il faut prendre. Non, le premier dont tu nous parlais à l'époque, c'était Gago. Gago ? Je pense qu'il y avait. Ouais. Non ? Ou Falcao plutôt. En 2007 qu'il est parti. Non, c'est Falcao. C'était Falcao. Quand il était en dépression nerveuse et avant qu'il rencontre Jésus-Christ. Et qu'il avait 20 kilos de surcharge pondérale. Donc c'est Jésus-Christ qui l'a fait maigrir. Non, mais ça marche. Disons qu'il a on se rappelle qu'il a fait une grosse dépression nerveuse que plus personne n'en voulait, quoi. Mais c'était un super joueur. C'était à l'époque quand il jouait en Argentine. Ouais. Banega. Alors, les chantiers du BR Fournier, nouveau DTN. Donc, François, tu voulais continuer le débat d'hier soir. Mais c'était passionnant. Mais tu l'as démarré trop tard. On a vite tranché. On continue ce soir. L'équipe de France a gagné. Donc, du coup, on avait pris la antenne un peu plus tard. Et puis, on va parler du mercato lyonnais. Là, c'est moi qui vais en parler, sans oublier tout le reste du mercato du jour. On va notamment évoquer le cas Balotelli dans quelques instants. On vous attend au 32-16 pour cela. Et puis, si on a le temps, notre grand jeu des directeurs sportifs. Donc, il nous reste quelques clubs encore à analyser. Il nous reste Amiens par exemple. Alors Amiens c'est un peu compliqué parce que tu sais pas trop enfin s'il y a les supporters d'Amiens motivés, on les attend au 32-16. Il faut tous les clubs. Il nous reste 3, Amiens, Metz et Dijon. Voilà. C'est la régalade. Il y a de quoi grimper au rideau là. C'est pas les mercatos les plus ouf de la Ligue 1, mais effectivement. Il y a des supporters de ces clubs qui nous écoutent. Moi je les attends au 32-16. Il faut être malin aussi. Exactement. Faut être malin, faut avoir des idées. Non, mais ça intéresse. Regarder des championnats qui intéressent moins les gens peut-être. Et avoir championnat nordique. Des petits clubs qui ont été bons. Alors, on va démarrer par la Coupe des Confédérations. Les 2 résultats du jour. Donc, c'est la fin de la phase de poule. Là, aujourd'hui, c'était sur SFR Sport 1 tout à l'heure à 17h. Chili, Australie, 1 partout. Donc, les Chiliens qui ont un peu galéré quand même. Ils ont été menés au score. Ils sont ensuite revenus, avec une défense chilienne assez étrange sur le but australien. Finalement, le Chili est quand même qualifié, tout comme l'Allemagne qui a battu le Cameroun 3-1. On va avoir avec nous David Lorto dans quelques secondes. Il est là, David. Salut, David. Hello, Freud. Salut, Gilbert. Salut, messieurs. Salut à tous. Ça va ? Très bien. Serein. Bon, alors évidemment, l'Allemagne se qualifie de la première. Donc, je me reprends dans la gueule mon avis d'il y a quelques jours quand j'ai dit que j'étais contrarié de voir l'Allemagne snobber la Coupe des Confédérations et y aller avec son équipe B. Sauf qu'avec l'équipe B, ils sont premiers de leur poule. T'es presque avec une équipe à prime finalement. Elle est belle sur le papier, mais il y a de la qualité. Et même si le plateau est pas alors, avant que Lordo nous explique ce qui s'est passé, je donne les affiches des demi-finales. Mercredi et jeudi, Portugal-Chili et Allemagne-Mexique. Alors que normalement, ça aurait pu être, si la logique avait été totalement respectée, le Chili qui termine premier parce qu'ils avaient un goal average supérieur de 1 but à celui des Allemands. Et ils sont pris les pieds dans le tapis contre nos amis champions d'Asie. Voilà. Et non pas d'Océanie. Et oui, c'est ça la magie du football. Israël est dans la zone Europe et l'Australie est dans la zone Asie. Oui, mais Israël, c'est pour des raisons politiques depuis bien longtemps. Et l'Australie, c'est pour des raisons sportives depuis le 1er janvier 2006. Israël a participé à des Coupes d'Asie il y a quelques années. Exactement. Je pense que lors de leur unique qualification en phase finale de Coupe du Monde, Israël était issu des qualifications asiatiques, à vérifier. Bon, David, raconte. L'Allemagne. C'est plus compliqué. Tu veux bien raconter, mais en fait que pour lui.
On t'écoute. C'est plus compliqué que ce que tu imaginais, Gilbert, parce que tu vois, ça souffle un peu le chaud et le froid à côté allemand. Et par exemple, dans la rotation, François a pas tort quelque part de parler d'équipe à prime, dans le sens où, par exemple, un poste très important comme celui de gardien, eh bien, Ter Stegen a été reconduit aujourd'hui. Pas de Kevin Trapp. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit aussi, ah tiens, c'est ce que je disais il y a quelques jours, l'appétit vient en mangeant. Ah, ça serait pas mal d'avoir un peu de stabilité à un poste comme ça. Alors après, il a quand même le sélectionneur. Je sais pas, on a donné le but camerounais à Aboubacar. Enfin, on peut le donner à Ter Stegen quand on s'en camp presque. Hein. Ça lui échappe des gants, effectivement, mais ça vient très, très je vite. ne sais pas si la tête d'Aboubacar est cadrée. En fait, c'est le fait que Ter Stegen le touche avec ses gants qui met le ballon dans le but. Tu vois. La FIFA l'a donné à Ter Stegen. Ouais. Mais voilà, il me semble cadré. Hein, la tête, il fait un super arrêt juste avant, pour équilibrer un peu sa prestation qui est tout à fait correcte quand même sur ce match-là. Surtout qu'il y avait 2-0, 2 ou 3-0 déjà à ce moment-là, au moment du but camerounais, je sais plus. Draxler reconduit, c'est le capitaine, c'est logique. Kimmich reconduit. En revanche, le sélectionneur n'a pas hésité encore à faire des changements et à sortir Hector, par exemple, l'arrière gauche inamovible un petit peu du FC Cologne pour le remplacer par Plattenhardt, qu'on a très très peu vu jusqu'ici. Timo Werner en attaque a fait beaucoup de misère au Camerounais avec sa vitesse, sa technique. Et il a marqué 2 fois, si je ne me trompe pas. Donc il y a des enseignements encore dans ce match-là pour l'Allemagne, qui va bénéficier du fait d'être première de la poule, comme tu le disais, Gilbert, puisque elle va bénéficier. Elle va rencontrer le Mexique, alors qu'elle estime, comme beaucoup de monde, que le favori principal, c'est peut-être le Portugal. Oui, moi j'estime que c'est le Portugal, le favori principal. Et je t'avoue que je suis plus excité par Portugal-Chili qu'Allemagne-Mexique. Sans vouloir te vexer. Oui, non, mais alors après, il y a des joueurs, on en parlait avec Daniel il y a quelques soirs, là, il y a des joueurs côté mexicain qui jouent en Allemagne, donc c'est intéressant aussi pour l'intérêt de la Bundesliga et pour la confrontation entre ces gens-là. On disait aussi, j'y repense, on disait aussi que le chantier principal, c'était la défense. On joue à 3, on joue à 4, il y a des défenseurs centraux qui sont un peu limites. On a vu Moustavi, on avait vu Rudiger qui n'était pas exempt de tout reproche, on avait vu Zule aussi, et aujourd'hui, les défenseurs qui ont été alignés, il y avait Zule, il y avait Rudiger, il y avait Ginter, ont été à la hauteur. Après le Cameroun a attaqué son match de façon très défensive, très resserrée, agressive certes, mais défensive. Et l'écart était fait en deuxième période et les Allemands ont vraiment déroulé. Alors il y a peut-être un point que vous allez aborder, messieurs, c'est l'arbitrage vidéo, parce qu'on a encore eu non, mais moi je veux plus en parler de la vidéo. Si moi j'en parle, après à chaque fois c'est mais Bribois de toute façon il se saisit de tous les problèmes pour dire que c'est inapplicable. Carton rouge au mauvais joueur. Carton rouge au mauvais joueur. Carton jaune d'abord. Excusez-moi. On a atteint un niveau avec la vidéo, mais un niveau, mais je sais même plus, je sais même pas comment le qualifier, tellement c'est grotesque. Début de la compétition. Sur le hors-jeu, c'est pas mal. Mais là, avec la vidéo, le mec se plante de joueurs. Même avec l'aide vidéo, il se plante, et en plus sur une situation qui est pas compliquée. Les maillots sont floqués. Oui, absolument. Là c'est extraordinaire. Notre ami Vilmar Rodlan, quelque chose comme ça, un arbitre colombien. Qui a été assez catastrophique globalement. Il y a eu un enjeu signalé alors que le joueur, ils sont en contre-attaque, il est 1 mètre devant la ligne médiane. Oui. C'était Werner en l'occurrence. Après, c'est pas forcément là où il faut tirer le plus d'enseignements, quoique. Mais moi, c'est pas mon domaine de prédilection, l'arbitrage vidéo, comme vous l'aurez compris. Non, pour le sélectionneur, en tout cas allemand, pour en terminer avec ça, c'est encore une fois, il a avancé sur ses certitudes, sur sa compréhension du groupe qu'il pourrait emmener en 2018, ramener en 2018 en Russie. Les Allemands sont contents parce que ils vont rester à Sochi où ils étaient aujourd'hui pour disputer la demi-finale. Donc ils n'ont pas à se déplacer, ils n'ont pas à bouger, ils n'ont pas à consacrer d'énergie supplémentaire en dehors du terrain, donc ils sont tout à fait contents. Le sélectionneur avait dit avant le match, notre objectif clair, c'est d'être présent en demi-finale, comme quoi ça évolue tous les jours. Ça, c'est gagné maintenant. Donc pour l'Allemagne, le tournoi est d'ores et déjà. Pourquoi tu dis ça évolue tous les jours? Ça évolue tous les jours parce qu'au début, il n'y avait pas d'objectif. On disait on vient pour aguerrir les jeunes. Et puis je vous avais moi expliqué d'emblée que bien sûr que si on peut gagner ce tournoi-là, ça fera de mal à personne. Löw, il en est à 100 victoires en 150 matchs. C'est un pourcentage incroyable et il a jamais, Gilbert tu le dis souvent, il n'a jamais été en deçà d'une demi-finale de tournoi. 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 et désormais 2017. Donc bon, ça c'est plutôt positif. Rien à rajouter, David?
Non, je ne sais pas encore quelle sera la composition dans quelques jours contre le Mexique, mais il y a des joueurs qui ont marqué encore des points aujourd'hui, comme Werner justement. Werner est très très bien. Draxler qui a été assez délicieux. Ah, la petite talonnade là, un moment. Ouais. Sur le but là, c'est... Et Goretzka, qui n'était pas là, a marqué des points aussi, parce qu'en son absence, ça a été un petit peu moins fluide au milieu de terrain. Donc il y a des joueurs qui marquent des points, qui continuent de marquer des points pour les prochains mois et pour l'année 2018 pour la Coupe du Monde. Moi j'aimerais bien avoir un supporter du Cameroun, s'il y en a qui nous écoutent, appelez-nous au 32-16, parce que c'est vrai que le pauvre Cameroun a quand même traversé cette Coupe des Confèdes avec difficulté. J'ai un tweet de LeBron Steak qui nous dit: les pieds carrés indomptables se sont fait désosser. C'est un peu ça, ouais. C'est vrai que c'est quand même décevant. Hein. Ils sont champions d'Afrique, les Camerounais, et j'ai bien peur que le niveau général des sélections africaines en prenne un coup là, parce que c'est vrai que c'est quand même une photographie de force en présence quand même. Tu retrouves en demi-finale 2 équipes européennes et 2 équipes du continent américain. C'est un hasard. N'oublie pas que le Cameroun ont en plein écart Franck Zambo-Anguissa, ça veut tout dire du niveau de l'équipe à partir de là, je pense. Normalement, t'as le champion d'Afrique. T'as le champion d'Afrique qui est sur la meilleure dynamique par rapport aux autres champions continentaux, parce que leur c'est celui qui est sacré. Depuis qu'ils ont inversé les dates du championnat d'Afrique des Nations, c'est celui qui est sacré une année de Coupe des Confèdes. Et là, il y a beaucoup de défections dans cette équipe. On a parlé aussi de ses problèmes hors terrain. Mais même le niveau général de la CAN, le niveau, c'est quand même très 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 faible. La dernière. Je pense que ça fait 2-3 cannes où c'est vraiment très mais en même temps, il n'y a pas si longtemps, tu avais le Ghana en quart de finale de Coupe du Monde, par exemple. Enfin, je sais pas. Sur la Coupe du Monde, peut-être qu'il se sublime un petit peu quand même. Non, mais le Ghana est une équipe à part. Je pense que ça vient des problèmes. Enfin, ils ont de problèmes d'organisation, mais ils ont des bons joueurs. Ils ont de quoi faire une super équipe. S'il y a des supporters du Cameroun qui nous écoutent, d'accord, pas d'accord, appelez-nous 32-16, bien sûr. David, merci beaucoup. Avec plaisir. Rendez-vous en demi-finale si vous voulez. Voilà, évidemment. Tu seras là. C'est quand même... On va vivre les demi-finales sur RMC. Mercredi et jeudi de 20h à 22h. Et on en parlera évidemment dans l'after. Cette Coupe des Confédérations nous intéresse. Il y a de beaux matchs. Il y a plein de choses à dire. Et je pense quand même qu'on prendra le temps, avec peut-être Joël Quignou ou quelqu'un d'autre, de faire un petit bilan vidéo de cette Coupe des Confédérations. Mais moi je veux bien. Et je pense que ça va être plutôt drôle. Les amis, moi je suis plutôt pour, même très pour, même si il y a pour l'arbitrage vidéo. Donc là, la liste des pains s'allonge match après match. Mais quand tu vois le Central aujourd'hui, le Central il est mauvais tout le long du match. Je vais vous dire juste une question sémantique qui, à mon sens, clôt le débat. Au football, on a un arbitre. Au tennis, on a un juge. Un juge rend un jugement. Un jugement doit être par essence parfait et complètement raccord avec ce qui est la justice même. Le football, c'est un arbitre. Un arbitre, c'est un arbitrage, c'est quelque chose qui est toujours partial, qui est rendu par un humain. Donc d'une part, que l'arbitre fasse des erreurs, c'est dans l'essence même de la fonction d'arbitre, la possibilité d'erreur. Et d'autre part, ce qui me fait un peu marrer, c'est d'entendre arbitrage vidéo. Un arbitrage par essence, c'est rendu par un être humain. Donc, quid de cette espèce de... Moi, je trouve que cette leçon sémantique fantastique de Jonathan... Juste pour ça, à mon avis, alors dans ce cas-là, bravo. Non, mais dans ce cas-là, non, mais moi, je veux pas être chiant. Dans ce cas-là, on les appelle plus arbitres, on les appelle juges. Démagogie. On les appelle juges. Toi, t'es dans la masturbation. Parce que comment ça, la démagogie? Actuellement, c'est jamais de la masturbation. Je pense que l'arbitrage vidéo, il ne supplante pas l'arbitrage humain. Mais le type a été mauvais cet après-midi, il a été catastrophique. Même avec la vidéo, il ne reconnaît pas une situation, encore une fois, même pas une situation de jeu. Qu'il soit mauvais. Une situation de la question est... C'est une possibilité. La question est, peut-être que sur la vidéo, il ne se serait pas trompé? Je pense. Comment il se serait pas trompé puisqu'il avait donné parce que la vidéo... La béquille. C'est une béquille. Donne à quelqu'un qui boite un peu une béquille, habitue-le à une béquille, et tu verras qu'il ne remarchera jamais bien. C'est pour réduire la marge d'erreur. Maintenant, alors je vais le trancher autrement, ça va être décidé au board en janvier ou février prochain. Manardo, on aura ta peau. Bientôt, tu te rangeras derrière la raison. Moi, je veux bien être d'accord avec ce sera une question archaïque. Évidemment, je blague, parce qu'après, les gens prennent ça au premier degré, ils disent ouais, vous avez vu, il n'y a pas de débat possible. Bien sûr que le débat est possible. Plus cela. N'appelons plus les hommes en noir les arbitres, mais appelons-les des juges. Et dans ce cas-là, je dirais oui, la vidéo, c'est très bien. S'il y a que ça, les amis, pour vous faire plaisir, pas de souci. Bon, on va accueillir Mathias, parce que Mathias veut nous parler du Chili, qui nous est plutôt favorablement surpris. Enfin, surpris. Ils ont un peu, oui, non, mais on pris les pieds dans le tapis, là. Mais là, aujourd'hui, ils ont galéré quand même. Mathias, bonsoir. Buena cabros, ça va? Voilà, Mathias. Ça va, Mathias? Ouais, moyen quand même. Ouais, parce que là, aujourd'hui, c'était le plus mauvais match des Chiliens depuis le début, quand même. Hein.
Ouais, mais je pense que ça, c'est aussi le mérite des Australiens qui nous sont bien rentrés dedans. Enfin, ils nous ont mis pas mal de coups. Et du coup, voilà, c'est un peu préoccupant, je trouve. Bon, après, je vais essayer de relativiser. Il n'y avait pas tous les titulaires. Donc, bon, surtout en défense, il n'y avait pas Beau Séjour, il n'y avait pas Medel, il n'y avait pas Marcel Rias. Qui est très important, qui régule un peu l'équipe. Il est super Au important. milieu de terrain. Le modérateur du milieu de terrain, il est super important. Il y a Arturo Vidal qui court partout avec Aranguis. Et justement, Marcel Rias, c'est un peu le relayeur, quoi. C'est lui qui distribue, il est très très bon. En fait, c'est lui qui coordonne l'organisation défensive et les phases de transition. Donc, et c'est un joueur d'une intelligence extrême. Donc, évidemment, s'il n'est pas là, c'est tout ton équilibre qui est un peu remis en cause, quoi. Ouais, après, moi, il y a Pizzi. Moi, j'ai un vrai problème avec Pizzi. Son équipe ne m'inspire pas autant de confiance que celle de Sampaoli, surtout dans ses choix de mettre José Pedro Fuenzalida sur le côté droit. Je ne comprendrai jamais ça. En plus, il sort Fuenzalida, il met Martin Rodriguez, il met le but, mais à part le but, c'est pas du niveau de la sélection. Ouais. J'aurais préféré qu'il mette par exemple Leonardo Valencia sur le côté droit. Mais il est un peu jeune, faut pas le cramer. Enfin, jeune, non, il est pas jeune. Non, je te dis une bêtise, mais c'est un joueur. Enfin, moi, je l'aime bien parce qu'il est spectaculaire à avoir joué. On va être d'accord. Mais je trouve que quand même, parfois, il met un peu en danger l'équilibre général de l'équipe. Léo Valencia ? Sur ses replis, sur la manière, sur son manque de discipline. Ah ouais, je sais pas. Ouais, c'est vrai que Fuenzalida, il est plus discipliné de ce côté-là, mais voilà, on a un problème côté droit. Moi, Fuenzalida, j'arrive pas. Voilà, j'arrive pas. Non, mais Fuenzalida, c'est pas possible. Ça, on est. Ouais, alors, dites-moi, les gars, là, Portugal-Chili, ça, c'est une demi-finale qui promet d'être bien explosive, sans doute engagée physiquement et tout. Comment tu vois ce match, Mathias ? Le Portugal a une très très bonne attaque, mais c'est surtout derrière et André Gomes sur le milieu qui me plaît beaucoup, entre guillemets. Dans le sens où je pense que c'est une équipe qui n'est pas équilibrée, le Portugal. Et on va avoir le ballon, mais surtout, je pense que le Portugal en contre-attaque va être super dangereuse. Et voilà, mais bon, il y aura Beau Séjour, il y aura Medel, donc je pense que ça sera un peu plus carré. Puis il y a Claudio Bravo qui est revenu, donc tant mieux. Mais ça va être, je pense, du 50-50, quoi. 50-50, vous êtes d'accord ? Un petit avantage pour le Chili. Ouais, moi aussi, ouais. Ah oui, carrément. Oui, parce que je pense qu'ils ont un peu plus de qualité globalement. Oui, je ne dis pas que Cristiano Ronaldo est l'arbre qui cache la forêt. Il y a de bons joueurs, voire de très bons joueurs dans cette équipe, mais je trouve que dans son expression collective, le Chili, c'est un peu plus abouti que le Portugal. Ouais, tout à fait, ouais. Et Mathias, t'as vu sinon que Valdivia est retourné à Colo-Colo ? Ouais, ça me fait un peu peur ça parce que moi je suis pour mon équipe favorite, c'est l'archi-rival. Ah, d'accord. On va chercher loin. Okay. Donc c'est ni la U ni la. Non, moi je suis de la Universidad de Chile, le club le plus magnifique du monde entier. Voilà, le Real et le Barça à côté, c'est rien du tout, les gars. Bon, voyons. Mathias. Tu sais quoi, moi même je trouve que ça quand même con que Valdivia il peut encore jouer. Alors je sais qu'il n'avait pas joué à un très haut niveau parce qu'il a été s'exiler dans les pays du Golfe, mais je trouve quand même que ce qui manque à ce Chili là par rapport au Chili de Sampaoli, c'est ce joueur là, c'est un numéro 10. Je suis totalement d'accord avec toi, Jonathan. Quelqu'un fantaisiste un petit peu qui est capable de débloquer une situation même en marchant, juste sur une passe, sur une ouverture, et je trouve que c'est vraiment ça la différence du Chili de Pizzi. Après, pour les gens qui ne connaissent pas Jorge Valdivia, c'est un joueur, par exemple, pour l'ancienne génération, qui est très similaire à ce que pouvait être Pibe Valderrama, par exemple. Riquelme. Le Pibe Valderrama, voilà, c'est un joueur assez comme ça qui ne court pas trop. Non, il ne court pas du tout même. Mais sur une passe, il peut couper une ligne et mettre Alexis ou Vargas en situation dangereuse, quoi. Mais c'est pour ça que moi, Pizzi, je ne comprends pas pourquoi il ne prend pas Jorge Valdivia. Parce qu'il joue au golf depuis un moment, enfin c'est compliqué. Ouais. Mathias, le fait de revenir à Colo-Colo, je pense que ça va peut-être pour la Coupe du Monde. Exactement. Voilà. Mathias, merci en tout cas, et on te donne rendez-vous pour la demi-finale. Ciao Mathias. Salut. Alors tiens, on a parlé du Cameroun. Je précise d'ailleurs, parce que j'avais un doute, mais c'est ça. Le Cameroun est en finale de la Coupe des Confédérations en 2003 contre la France. La fameuse année de la mort de Marc-Vivien Foé. Et la France gagne après prolongation avec un but de Thierry Henry, si je me souviens bien. Complètement. Donc le Cameroun, à l'époque, il y avait un autre niveau. 2003, il y a plus de 10 ans. Si on regarde les CAN du début des années 2000, ils sont effectivement
Tiens, l'avis de Samba. Un peu plus relevé que les dernières. Samba est supporter sénégalais, donc peut-être va-t-il, comment dirais-je, s'occuper du cas de ses voisins camerounais. Salut Samba. Salut, bonsoir. Salut Samba. T'es étonné par le Cameroun, toi, ou tu savais que, bon, malheureusement, ça allait pas le faire? Oui, malheureusement, ça n'allait pas le faire. Je suis pas du tout étonné par leurs prestations parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le Cameroun, même pour la CAN cette année, enfin l'année où ils l'ont gagné cette année, enfin ils ont bénéficié quand même pas mal de faits de jeu. Ils ont pas du tout joué. Il y avait pas L'équipe n'avait pas du tout d'âme, mais comme le Portugal, comme la façon dont ils ont gagné aujourd'hui l'Euro, ben je pense que Cameroun ils ont eu le même parcours. Tu veux dire c'est pas la plus belle équipe du moment en Afrique qui a gagné la CAN, quoi. Pas la plus belle équipe. Et puis d'ailleurs moi j'étais pas du tout d'accord avec vous quand vous dites que la CAN n'était pas du tout de qualité, parce que nous en tant qu'expatriés, nous qui sommes ici et qui s'intéressons au foot et qui regardons le foot ici en Europe, et on est très exigeants par rapport à notre football en Afrique. Ah non, mais attends, moi j'ai pas décrété comme ça que la CAN était de mauvaise qualité. J'ai dit pas de votre le fait de voir que le Cameroun se fait sortir comme le champion d'Asie se fait sortir. Bon, l'Océanie, on n'en parle pas. Samba, à la Coupe d'Afrique, pour moi, c'est logique. Samba, on peut être d'accord sur le fait que depuis 2-3 éditions, le niveau technique et tactique de la CAN est en chute. Ah oui, mais il y a eu un moment après la génération de Samuel Eto'o et Elas Diouf, il y a eu un creux. Il y a eu un creux, il y a eu un vide, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui monte, comme l'équipe du Sénégal d'ailleurs. Il y a une nouvelle génération. Le Sénégal est très prometteur, c'est vrai. Oui, et on a vu même la Guinée-Bissau qui a fait, pour sa première CAN, qui a fait une prestation qui n'était pas décevante pour une équipe Guinée-Bissau inexpérimentée. La Gambie, aujourd'hui, on voit qu'aussi... Oui, c'est vrai que les petites nations montent, mais les grosses nations ont tendance à stagner, en fait. Parce qu'en fait, ils n'ont pas prévu ce renouvellement de la génération des Elas Diouf, des Samuel Eto'o, des Didier Drogba. Ils n'ont pas prévu ça. C'est vrai qu'il n'y a plus les stars mondiales qu'il y avait en Afrique. C'est Pierre-Emerick Aubameyang, la star africaine. Et avec le Gabon, ça n'a pas été une franche réussite. Sadio Mané, quand même, on peut le... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les sélections africaines, ce qu'on fait, c'est qu'on attend qu'un joueur soit confirmé en Europe pour l'appeler en sélection nationale pour créer un groupe. On n'essaie pas de créer une dynamique de jeunes qui monte pour avoir une sélection compétitive après. C'est ça le problème. Après, si on a une génération, ils sont pas beaucoup. On les compte sur les doigts des mains. Les Elas Diouf, il y en a pas beaucoup. Donc, ce qui fait que si ces générations-là, elles partent et qu'il n'y a pas de relève, forcément, il y a un creux. Mais après, je pense qu'il y a de quoi espérer. Bon, Sadio Mané, en même temps, il n'est pas encore arrivé au niveau international d'un Drogba, d'un Eto'o. Tu parles de Diouf parce que toi, tu es sénégalais. Enfin, Diouf, il a eu son passage à Liverpool. Diouf, il n'a pas eu la carrière en club d'un Drogba ou d'un Eto'o, par exemple. Tu parles de Diouf, un sénégalais. Non, mais oui, d'accord. Non, je suis complètement objectif. Mamadou Niang. Oui, je suis complètement objectif par rapport à cela. Mais attendez, laissez parler Samba. Je donne une fourchette de génération de Elas Diouf à Eto'o, à Drogba, à Yaya Touré. Je donne juste une fourchette. Je ne dis pas que Elas Diouf il a été exceptionnel non plus. Mais bon, parce qu'il a eu la carrière qu'il a eue, tellement brève, tellement incompréhensible, il a passé plus de temps à faire des discours que de jouer au football. Fantaisiste. Cela dit, quand il fait des discours, il nous régale quand même. Ah bah oui, je vois bien. Moi, j'ai vu sa dernière prestation à SFR Sport. Là. Il est passé dans le vestiaire. Ça a fait 15 jours de débat au Sénégal, je t'annonce. C'était terrible. Mais bon, c'est Elas Diouf qu'on aime, c'est l'Elas Diouf national qu'on aime. Voilà. Samba, par rapport au niveau général, sans se concentrer sur les Lions de la Teranga, mais niveau général, regarde, depuis que l'Afrique a eu 5 équipes nationales qualifiées pour une phase finale de Coupe du Monde, donc je pense que c'est depuis 2006 ou 2002. Tu vois que ces 5 places données au continent africain, qu'il a mérité, parce que c'était à la force du poignet ou du crampon, si j'ose dire. Finalement, le football africain réussit sur les 5 à placer à chaque fois au moins une équipe sur les 8e, et après le Ghana, et puis le Sénégal évidemment en 2002, mais ils n'étaient pas 5 à cette époque-là, tire son épingle du jeu. Mais proportionnellement, c'est pas suffisamment probant comme résultat. Non mais on est d'accord. Nous aujourd'hui on est nostalgique de l'époque où il y avait une bonne équipe de l'Égypte, une bonne équipe. Alors l'Égypte c'est un cas à part. Faudra qu'on m'explique un jour. Mais pardon. Oui, non mais je suis d'accord avec vous. Mais à l'époque il y avait du football. C'était rugueux. Il y avait beaucoup de physique, mais nous on s'est régalé quand même.
Mais bon, vous avez raison, je suis sur ce. Aujourd'hui, après, il y a beaucoup de joueurs internationaux qui sont aussi frileux, qui veulent pas rentrer avec des blessures, qui pensent beaucoup à leur club et qui ne se donnent pas assez. Enfin, c'est regrettable, mais c'est la réalité parce que il y a certaines choses c'est en Afrique, quoi. Tiens, il y a différents avis. Hein. Tiens, El Rey qui nous dit comparer le sacre du Cameroun et du Portugal, c'est aberrant. Le Cameroun jouait bien mieux. Et ils ont un excellent gardien, nous dit El Rey. Ils ont un excellent gardien, celui-là. Ben oui, le gardien du Portugal aussi, il a fait un très bel Euro. Hein. Ben oui, sinon, il y a Louis, il me dit, il prend quelle drogue, Macardy, en fait? Non, en fait, il est... C'est mon œil, c'est à cause de mon œil, là. Mais je prends un pain dans la tronche. Mais en fait, un tibia en pleine tête. Il est normal, le gars. Voilà, il n'y a aucun problème. Je pense que c'était sur ton exemple sémantique. Alors, mais bon, si ça, c'est prendre de la drogue, mais ça explique beaucoup de choses. La bonne drogue, sur pas mal sur l'état général du pays, quoi. Samba, merci en tout cas. Est-ce que je peux me permettre un petit plaisir? Bien sûr. Allez l'OM, s'il vous plaît. Alors pourquoi t'as passé Mamadou Niang, Samba? Non, je suis quand même de Marseille. Alors, oui, pourquoi t'as passé Mamadou Niang et t'as parlé d'Eladji Diouf alors? Parce qu'au niveau international, pour l'équipe nationale du Sénégal, Mamadou Niang, c'est vrai. C'est pas. Mamadou Niang, plus grand attaquant africain de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Ne me parlez pas de Didier Drogba ou. L'Olympique de Marseille, voilà. C'est l'Olympique de Marseille que. Attends, Samba, Attends, ça m'intéresse. Vas-y, sors-moi ton podium des plus grands attaquants africains de l'OM. Moi? Ouais. Tu mets Niang devant les supporters marseillais. Salif Keita et Didier Drogba. Tu mets Niang devant Keita. Niang, Salif Keita, Didier Drogba. 100 buts. Il a fait beaucoup de saisons. Moi, je mets Niang devant Drogba. Drogba a fait qu'une saison, il faut le rappeler. Il a marqué 100 buts, François. Oui, après c'est une saison extraordinaire, Drogba. J'ai le débat ici à Marseille. À chaque fois, je leur dis, je ne comprends pas. Drogba, il a fait une saison. Mais ça, c'est. Si je peux prendre 10 secondes. Il a fait une saison en allant en finale de Coupe d'Europe. Samba, Gilbert, je peux prendre 10 secondes pour t'expliquer, je vous explique. Didier Drogba, c'est l'amour de vacances un peu cochonne que tu rencontres. Ça dure un mois, c'est bien. Et puis tu en gardes un souvenir ému des années et des années qui part. Mamadou Niang, c'est la femme serviable que tu as et que tu vois tous les jours et dont tu as tendance à oublier les mérites au fil des années. Alors là, dit comme ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais Abedi Pelé, on ne le considère pas comme un attaquant. Ah oui, il est appelé aussi. Ouais. Tiens, mince. Alors, Drogba sort de mon podium. Alors. Oui, c'est vrai, mémoire. si, bien sûr. Drogba n'est pas dans le podium. Et Titi Camara, il est même pas sur ton podium. Non, Titi Camara. Non, Keita, Pelé. Niang, Drogba, ça se dispute pour la troisième place. Niang, ça se discute devant Drogba. Niang, il a marqué. Oui, statistiquement, mais après, je préférais avoir Drogba. Non, je déconne. Il y a une chose quand même, à un moment ou à un autre, faudra, si ça n'a pas déjà été fait, revenir quand même sur cette particularité dans le foot africain des Égyptiens. L'Égypte, c'est en gros, c'est l'Allemagne du continent africain. Ils ont tout gagné, club et sélection. Et c'est seulement 2 phases finales de Coupe du Monde dans toute l'histoire. Ils sont maudits à chaque fois. Il n'y a pas une histoire d'explication, mais la majorité des joueurs égyptiens jouent dans leurs championnats locaux. Il n'y a pas une histoire de calendrier qui coïncide un peu. La vérité, c'est qu'en Afrique, c'est très compliqué les matchs à l'extérieur, parce qu'en qualif de Coupe du Monde, tu te déplaces. La CAN, c'est pas pareil, tu es dans le même pays pendant 15 jours, 3 semaines. Là, tu as les matchs pièges dans tous les coins du continent, sur les terrains qui sont parfois, difficiles. Donc les Égyptiens, à chaque fois. Si tu prends l'exemple que les Égyptiens, à chaque fois, ils se font prendre au piège. Tu joues dans ton championnat domestique, les Tunisiens, c'est pareil, et ils accusent 4 phases finales de Coupe du Monde, je crois. Et des clubs aussi qui réussissent sur la scène continentale. Il y a quand même pas mal de joueurs qui jouent en France, en Belgique. Ça fait depuis 15 ans, 18 que ça a commencé à bouger. Beaucoup moins d'Égyptiens, effectivement. Les Égyptiens, il y en a 2-3 qui jouent en Allemagne. Tu peux quand même espérer te qualifier. Quand je vous attends sur le hashtag RMC Live pour votre podium des meilleurs attaquants africains de l'OM. Don Tomasino était totalement scandalisé par le fait qu'Abedi Pelé ne soit pas cité. Ça a été réparé. Abedi Pelé, c'est un gros oubli. Samba, merci. Merci à vous. Ciao Samba. Salut, bonne soirée. Ciao. Dans quelques instants, on va parler de Nice et de Balotelli parce que c'est officiel. Il a signé. T'es content, François? Je suis content. C'est une décision intelligente de la part du joueur et de son agent. Qui donc n'est pas toujours en train de faire les déclarations. Il vient de poster un tweet sur Mino Raiola. Ouais. Et c'est Mino et Donnarumma 1, les haters 0. Attends, Mino et Donnarumma 1 et. Oui, parce qu'il a d'autres joueurs. 0. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé pour qu'il tweete ça. Bon. À suivre, en tout cas, Balotelli, on vous attend pour évoquer son cas. Il reste à Nice. Bonne nouvelle ou pas, parce que certains n'en voulaient plus à Nice, attention. Donc, ils sont contents au club. Supporters niçois, on vous attend au 32-16 tout de suite. Et puis après, il y aura la suite du Mercato, évidemment, après 23h. A tout de suite dans l'after.